Alors, nous allons aborder la deuxième table ronde de cette soirée et je vais vous présenter les participants à cette table ronde. L'ENSTA Paris, c'est plus de 1000 étudiants, 130 enseignants-chercheurs qui préparent notre avenir, en particulier donc dans le domaine de l'énergie et aux côtés des industriels. Dans cette seconde partie, il va être question de l'hydrogène, bien sûr, mais pas seulement. Alors, je vous présente les participants. Johnny Descamps, professeur au sein de l'unité de chimie et procédés de l'ENSTA Paris. Vous êtes un spécialiste de la filière hydrogène. Frédéric Jean, directeur de l'unité de mathématiques appliquées de l'ENSTA Paris. Richard Le Goff, directeur de l'unité d'économie appliquée de l'ENSTA Paris. Et puis, pas loin de nous, mais pas autour de cette table, Étienne Brière, directeur des programmes de recherche sur les énergies renouvelables, le stockage et l'hydrogène chez EDF R&D. Et puis enfin, Aude Imbert, chef de projet développement chez H2V. H2V propose des usines de production d'hydrogène vert. Alors on va commencer par l'hydrogène. On nous promet un avenir propre avec l'hydrogène. L'hydrogène ne participe pas au réchauffement climatique. On sait que l'État investit beaucoup. Le grand plan du gouvernement doit permettre à la France de devenir un acteur mondial de premier plan. À l'horizon 2030, il s'agit de produire de l'hydrogène vert et rentable, mais aussi de développer des usages économiquement viables, notamment pour les transports. L'hydrogène, c'est l'énergie d'avenir de la France. Et vous allez nous en dire un peu plus, Johnny Descamps. On produit déjà beaucoup d'hydrogène, mais c'est de l'hydrogène qu'on appelle gris. Oui. Comment est-ce qu'on produit l'hydrogène aujourd'hui ? Oui, donc au niveau de l'hydrogène, le verrou majeur actuel au niveau de la filière hydrogène, c'est tout d'abord sa production qui est à partir d'énergie fossile, donc par vaporeformage du gaz naturel. Donc on produit essentiellement donc l'hydrogène, 95% de l'hydrogène produit est produit donc par vaporeformage du gaz naturel. Et donc ce gros problème, donc comme vous l'avez très bien mentionné, donc on a un hydrogène gris. Et étant donné qu'on veut développer la filière hydrogène pour remplacer les énergies fossiles, donc on arrive déjà sur un premier verrou qui est très flagrant. Et donc il faut produire l'hydrogène, donc il faut produire de l'hydrogène vert. Donc pour cela, on a différentes stratégies, il y a différentes méthodes. Alors il y en a beaucoup, je peux vous donner les plus importantes. Quelques pistes. Les plus importantes. Donc on a tout ce qui est biomasse, on a tout ce qui est photocatalyse, on a tout ce qui est production photobiologique, et on a aussi donc l'électrolyse. Donc l'électrolyse qu'on entend parler beaucoup. Donc parmi toutes ces techniques, c'est l'électrolyse qui est la plus performante, on va dire. Mais le problème de l'électrolyse actuellement, c'est que l'électrolyse fait appel à de l'électricité, et l'électricité coûtant cher. On a donc un procédé de production d'hydrogène qui est très cher, qui est beaucoup plus cher que la production par vaporeformage du gaz naturel. Et donc on arrive donc sur un verrou, on arrive sur un problème. Donc. On produit déjà beaucoup d'hydrogène qui sert à quoi aujourd'hui ? C'est destiné à l'industrie ? Alors l'hydrogène, oui, il peut être destiné à l'industrie. On utilise l'hydrogène pour fabriquer de l'ammoniac. On utilise l'hydrogène pour tout ce qui est traitement du verre, dans les industries du verre. On utilise l'hydrogène aussi en raffinerie. Donc on peut utiliser l'hydrogène dans beaucoup de choses. On peut l'utiliser aussi pour l'hydrogénation des graisses. Il y a plusieurs possibilités d'utiliser l'hydrogène. Mais bon, le but, c'est quand même de l'utiliser à des fins énergétiques. Et comme vous l'avez très bien mentionné, pour le transport. Mais oui, on en attend beaucoup pour le transport. Voilà. On commence à l'utiliser pour le transport, mais très peu finalement. Alors, où en sont les recherches aujourd'hui ? Alors, les recherches, bon, comme je vous l'ai expliqué, au niveau des recherches, on est sur toute la filière en général. Donc là, on est plus ciblé à parler production. Mais il y a des verrous aussi au niveau de la filière hydrogène. Ce n'est pas que la production, c'est aussi le stockage, c'est aussi les applications. Et donc, on essaye du coup au niveau recherche donc, de travailler un peu sur toutes ces briques, c'est-à-dire de produire de l'hydrogène vert, on va dire de manière rentable, car on sait produire de l'hydrogène vert par électrolyse. Les personnes qui sont sur ce plateau sont spécialisées, des personnes de ce plateau sont spécialisées à l'électrolyse, ils pourront en parler mieux que moi. Mais du coup, oui, donc on peut produire de l'hydrogène vert, mais le verrou, c'est le produire de façon rentable. Similairement, après, il faut le stocker aussi de manière convenable, et aussi donc pour pouvoir l'utiliser, il faut aussi l'utiliser de manière assez rentable. Donc c'est ça un peu les verrous de la filière hydrogène actuellement.
Et ici, au sein même de l'ENSTA Paris, il y a beaucoup de recherches qui sont menées autour de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous parler de la plateforme H2 de l'ENSTA Paris? Alors oui, la plateforme H2, je peux vous en parler parce que bon, j'ai participé à sa mise en place. Donc vous voyez sur les écrans, là, ce sont les étudiants de nos labos qui travaillent dedans. Donc on a développé plein de choses au niveau donc, de cette plateforme hydrogène. Donc les recherches hydrogène avant tout, ce n'est pas que la plateforme, on a aussi un labo au niveau de l'école. Donc le labo au niveau école, on travaille plus à l'échelle, on va dire, de laboratoire, à l'échelle du gramme, au niveau des matériaux. Et sur la plateforme, on est plus à l'échelle du kilo, on va dire. Et donc au niveau de cette plateforme hydrogène, on regroupe un peu toute la filière hydrogène, c'est-à-dire on travaille sur le volet production, on travaille sur le volet stockage et on travaille aussi sur le volet utilisation. Alors au niveau production, nous, on est plus sur tout ce qui est biomasse, décomposition thermique de biomasse, donc pyrolyse directe de la biomasse, pour reprendre les termes scientifiques, c'est-à-dire essayer de produire l'hydrogène à partir de biomasse, de décomposition de biomasse. On essaye aussi de développer des méthodes innovantes de stockage, donc de stockage solide par adsorption. Donc on développe des matériaux poreux de manière à stocker l'hydrogène pour essayer de trouver une alternative actuelle aux méthodes de stockage à température très basse ou à haute pression. Et on travaille aussi sur les utilisations, notamment les utilisations en combustion. Donc on travaille sur la combustion de l'hydrogène et du mélange d'hydrogène avec d'autres gaz. Et on a aussi un petit on fait aussi un peu d'études sur les piles à combustible. On a un banc de test au niveau des piles à combustible haute température. Donc voilà un peu nos recherches au niveau de la plateforme. Mais ce n'est pas tout, comme je vous ai dit aussi, au niveau laboratoire école, on travaille aussi sur d'autres sujets. Par exemple, je travaille en collaboration avec des collègues de l'université Paris-Saclay sur la production d'hydrogène vert par photocatalyse. Nous développons des semi-conducteurs pour produire l'hydrogène à partir de la lumière, grosso modo. Donc voilà, donc nous avons différentes collaborations avec d'autres partenaires aussi, avec des partenaires de l'université Paris-Saclay, de l'université de Cergy-Pontoise, de CEA. Donc, Et vous connaissez l'entreprise H2V? Oui. H2V, où travaille Audimbert, qui est avec nous. Audimbert, H2V construit des usines de production d'hydrogène par électrolyse. C'est ce dont nous a parlé Monsieur Descamps, à partir d'électricité garantie renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux projets qui vont être construits, un entre Le Havre et Rouen et l'autre à Dunkerque? Tout à fait. Alors, effectivement, H2V Industrie s'est engagé dans cette volonté de production massive d'hydrogène par électrolyse pour essayer de faire baisser les coûts de l'hydrogène vert et arriver à terme à un prix compétitif par rapport à l'hydrogène gris, dans l'idée que c'est par des économies d'échelle, par une production industrielle qu'on arrivera à faire ces économies, à réduire ces coûts. Et donc H2V développe et conçoit pour construire ensuite des deux projets principaux aujourd'hui de production d'hydrogène par électrolyse. Donc c'est des projets qui, à terme, une fois les usines construites, produiront environ 28 000 tonnes d'hydrogène par an et par projet. Donc, ce qui est important, mais qui ne représente finalement que 3 à 5% de la production française d'hydrogène actuellement. Donc, H2V conçoit et construit des usines. C'est ça. Et à partir d'énergies renouvelables. Oui, donc on fait de l'électrolyse, donc on a effectivement besoin d'eau et d'électricité. Et pour que l'hydrogène soit bien vert et qu'on n'ait pas simplement déplacé les émissions de CO2 de la production d'hydrogène à la production d'électricité, on produit l'hydrogène avec de l'électricité renouvelable via le mécanisme des garanties d'origine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'usines qui existent déjà ou ce sont les premières que vous allez installer ? Alors, il existe des pilotes, des usines de quelques mégawatts. Les nôtres seront a priori les premières de cette taille, de cette envergure, puisque donc, pour produire 28 000 tonnes d'hydrogène par an, il faut une capacité électrique de 200 mégawatts. Donc effectivement, ce sera les premières usines de cette taille. On a donc cette à côté de... Voilà, donc on a vu une vue de ce à quoi pourraient ressembler les usines une fois construites. Donc c'est quand même des installations de taille conséquente, de taille industrielle,
Et donc, ce qui explique aussi notre positionnement dans des zones industrielles sur le grand port maritime de Dunkerque et sur la zone industrielle de Port-Jérôme entre Le Havre et Rouen. Aude Imbert, on vous retrouve dans un instant, mais là, on va se tourner vers Étienne Brière. Étienne Brière de EDF R&D. L'objectif, Étienne Brière d'EDF, est de contribuer à la neutralité carbone en 2050. Et parmi les pistes très intéressantes pour y arriver, l'éolien flottant en mer. Vous avez entendu Aude Imbert et Johnny Descamps, pas d'hydrogène vert sans électricité. Donc, comment produire de l'électricité avec donc de grosses machines de 150 mètres de haut installées loin des côtes? Étienne Brière, on voudrait en savoir plus. Oui, bonsoir Madame Chauvière. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, l'objectif d'EDF, c'est de contribuer à la neutralité carbone. Et j'ai envie de repartir de la raison d'être d'EDF qui a été établie au printemps parce qu'elle dit vraiment tout notre objectif, hein, construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. C'est la raison d'être du groupe EDF. Et effectivement, vous avez donné l'exemple de l'éolien flottant. On pourrait avoir d'autres exemples, mais devant des étudiants et des anciens élèves, l'exemple de l'éolien flottant est pour moi un superbe challenge technique qu'on a à relever. La R&D du groupe EDF est sur ce challenge technique parce qu'effectivement, c'est une solution potentiellement d'avenir. Mais il y a encore beaucoup de verrous à lever. Une éolienne flottante, ça va être un objet qui va faire 400, 500, 600 tonnes, qu'on va mettre à 20, 50, 100 km des côtes, qui va être flottée avec des fonds d'une centaine de mètres. Une structure qui va faire 150 mètres, 200 mètres de haut. Et donc derrière ce défi technique, des outils, de la science à développer, de l'ingénierie pour relever les défis techniques. Quelques exemples. Cet objet qu'on va mettre en mer, il faut comprendre son comportement mécanique, hydromécanique, les efforts du vent, de la houle face à ces structures et être capable de prédire son fonctionnement pour faire un dimensionnement des structures adaptées. Et donc je suis sûr que ça fait écho à beaucoup d'élèves de l'école, mais aussi tout ce qui est lien avec l'environnement, les vagues, l'impact aussi de ce qu'on appelle les salissures biologiques, les êtres micro-organismes marins qui vont venir se déposer sur les structures, quel impact ça va avoir, comprendre leur évolution, et puis le rapatriement de l'électricité vers les terres, la question des câbles de rapatriement, et pourquoi pas aussi des solutions hydrogène qui sont aussi à l'étude, qui pourraient faire partie des moyens pour rapatrier de l'énergie. Vraiment des superbes défis techniques pour les jeunes ingénieurs qui arrivent et puis aussi pour les plus anciens comme moi. Et ces sujets-là me font vraiment briller les yeux. Est-ce qu'il y a déjà des sites qui ont été identifiés, Monsieur Brière ? Sur l'éolien flottant, il y a quelques projets, ce qu'on appelle des démonstrateurs, c'est-à-dire que c'est des unités d'une unité en mer du Nord. Il y a des projets en France au large du Croisic et puis en Méditerranée. Donc là, on est à l'échelle du démonstrateur, donc des unités de 3, 4, 5, 6 éoliennes pour vraiment lever les risques techniques qui vont émerger. Et puis prochainement, on va aller vers des fermes de plus grande taille. Clairement, la décennie en cours va être la décennie pour confirmer toutes les promesses de l'éolien en mer. Les premiers sites sont effectivement en mer du Nord et puis Atlantique et Méditerranée dans les années qui viennent. Donc des éoliennes géantes en mer, des éoliennes flottantes, voilà sur quoi vous travaillez, mais vous travaillez aussi sur de nouvelles solutions photovoltaïques, de grandes fermes photovoltaïques. La transition énergétique, effectivement, c'est toutes les solutions en fait. Donc j'ai parlé d'éolien en mer flottant. Il y a l'éolien en mer posé aussi, et puis le photovoltaïque. Le photovoltaïque, effectivement, est une énergie dont le prix a beaucoup décru depuis une dizaine d'années et qui se développe à un rythme important. Et en R&D, on a un travail pour permettre au groupe EDF de gagner des appels d'offres, d'être le plus compétitif. Et le but de notre R&D, c'est
justement de qualifier des nouveaux modules, de comprendre comment les panneaux vont vieillir et d'accompagner vers des fermes plus grandes, en particulier dans des zones désertiques, dans les terrains métropolitains. Ce n'est pas nécessairement la grande taille qui va être privilégiée, c'est des fermes qui vont être adaptées au territoire, mais on travaille aussi sur des solutions pour être sur des nouveaux espaces. Donc on peut parler du PV flottant, mais aussi on peut parler de ce qui est agrivoltaïsme, où on va coupler dans une approche gagnant-gagnant des solutions agricoles et des solutions photovoltaïques. Mais pour décarboner l'électricité, on va travailler aussi bien sûr sur le nucléaire, même si je ne suis pas un spécialiste du nucléaire. Le nucléaire fait partie de la transition énergétique. Sa pilotabilité est vraiment un atout. Et puis bien sûr les questions de stockage, de batterie. Et toutes ces solutions couplées effectivement avec pourquoi pas de l'hydrogène sont vraiment des sujets passionnants de recherche. Monsieur Brière, on vous retrouve dans un instant. On le sait, les sources de production d'électricité se diversifient. De l'électricité issue de grosses infrastructures, y compris de centrales nucléaires. Monsieur Brière vient d'en parler. Mais il y a aussi de l'électricité qui est de plus en plus produite au niveau local. Une demande avec des hauts, avec des bas, une demande qui n'est pas lisse. Alors comment est-ce qu'on peut gérer le réseau grâce aux mathématiques, n'est-ce pas Frédéric Jean? Tout à fait. Donc il faut imaginer pour gérer l'électricité, on doit gérer des réseaux, comme vous dites, des réseaux qui vont connecter des unités de production. Donc comme on vient d'en parler, ça peut être plus ou moins gros, des centrales, mais à plus petite échelle, des panneaux solaires. Va connecter également des consommateurs. Et puis également des unités de stockage. Donc on a un réseau qui connecte tous ces trois types d'unités et dans lequel il faut gérer les flux d'électricité, les flux de puissance d'électricité. Donc là, ce réseau, il est soumis à des contraintes, bien sûr. Il y a des contraintes de faisabilité, de physique, des lois physiques. Il est soumis à des contraintes de capacité maximale de production, par exemple. Il est soumis à une contrainte essentielle, c'est que à tout moment, la production doit satisfaire la demande. Donc on a tout un lot de contraintes. Et puis ce qu'on veut, c'est gérer ça au mieux. C'est-à-dire essayer de minimiser un coût qui peut être une agrégation de divers coûts de transport, de production. Donc l'idée, c'est de faire ça au mieux. Donc on se retrouve avec un problème d'optimisation, minimiser une certaine fonction sous un certain nombre de contraintes. Frédéric Jean, vous êtes directeur de l'unité de mathématiques appliquées ici. Et donc vous menez des recherches pour améliorer l'utilisation du réseau électrique. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et vous travaillez sur 2 voies. Alors voilà, donc au laboratoire de mathématiques appliquées, alors donc ce n'est pas moi personnellement, mais deux chercheurs particulièrement, Pierre Carpentier et Soro Reloumi, donc qui mènent ce type de travaux. Donc en fait, on considère 2 types de réseaux différents. On peut imaginer des travaux sur, comme par exemple, je crois qu'il y avait un transparent qui montrait ça, une illustration qu'on peut travailler sur un réseau national, par exemple sur le réseau de transport d'électricité national, donc le réseau de RTE. Donc là, c'est un réseau gigantesque. Donc ça, c'est un des travaux. On peut travailler aussi sur des réseaux beaucoup plus locaux, par exemple à l'échelle d'un quartier, de ce qu'on appelle une smart grid, donc un réseau intelligent. Voilà, donc l'illustration du réseau de RTE. Puis donc on peut travailler donc plus localement sur une smart grid d'un réseau intelligent à l'échelle d'un quartier où sont des bâtiments connectés. La particularité dans ce cas-là étant que chaque bâtiment peut avoir des panneaux solaires, donc de la production d'électricité, du stockage par des batteries, par un chauffe-eau simplement, c'est une moyenne et puis de la consommation bien sûr. Donc le rôle des mathématiques là-dedans, c'est que donc une fois qu'on a formalisé notre problème, minimiser une fonction sous des contraintes, on a donc des méthodes de résolution mathématique. Si on utilise des méthodes standards classiques d'optimisation, ça va être difficile parce qu'il y a un écueil dans ces réseaux, c'est que souvent ils sont de très grande taille, comme le montrait le réseau de RTE, ou même le problème de gestion d'un quartier. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Et donc, des méthodes classiques ne vont pas réussir à résoudre le problème. Et donc, il est nécessaire, dans ce cas-là, de faire une étude mathématique. Donc, une fois qu'on a modélisé le problème, de faire une étude mathématique de la structure du modèle, de comprendre ses propriétés mathématiques pour proposer des méthodes, pour concevoir des méthodes numériques qui soient adaptées à cette structure. Donc, par exemple, dans le cas du réseau urbain, là, de ce réseau intelligent, où chaque acteur, en fait, la décision est un peu délocalisée, un peu dans chaque bâtiment. Et bien dans ce cas-là, on peut utiliser des méthodes qu'on appelle de décomposition, coordination. Donc on va décomposer les choses et donc trouver que
que les méthodes mathématiques s'adaptent à la structure du problème et pour donner des méthodes qui permettent simplement de trouver des solutions, puisque les méthodes classiques n'y arrivent pas. De même, dans le cas des grands réseaux, on arrive à reformuler le problème avec une bonne structure mathématique qui permet de trouver une solution qui soit proche, enfin en tout cas où on peut garantir qu'elle est proche de l'optimum. Et vous avez déjà proposé des méthodes? Voilà, donc c'est les travaux qui ont été réalisés. C'est d'une part, donc sur les grands réseaux, c'est de trouver, garantir un degré d'optimalité, ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à maintenant. Et sur le cas des smart grids, c'est réussir à gérer donc un réseau urbain avec jusqu'à 70-80 bâtiments, ce qui est totalement hors d'atteinte des méthodes classiques jusqu'à maintenant. Donc c'est une façon de consommer et d'utiliser l'électricité différemment, d'optimiser en tout cas la distribution d'énergie. Voilà, d'utiliser au mieux l'électricité, et puis ça illustre vraiment la façon dont marchent les mathématiques appliquées. On part d'un problème dont on donne une modélisation mathématique, on étudie la structure, et de cette étude mathématique de la structure nous permet de proposer des solutions qui sont efficaces et qui permettent, oui, d'économiser au mieux, enfin d'utiliser au mieux notre électricité. Et je vous écoute parler de ça, j'ai l'impression que c'est presque un jeu. Ça a l'air, ça a l'air amusant. Oui, dans une partie, oui, il y a toute une partie, par exemple, sur le problème sur RTE, là, sur le problème vraiment de transport national. Il y a un jeu de trouver la bonne. Donc, oui. Il y a un problème qui a été mathématisé, donc qui a certaines équations, et il y a tout un jeu de trouver la bonne façon de le tourner, la bonne étude de concevoir pour qu'il soit dans une forme mathématique dans laquelle on peut garantir de l'optimalité. Voilà, oui, c'est. Alors Frédéric Jean, vous le savez, la demande en électricité varie en fonction de la demande, en fonction du climat. Et il y a une légende à laquelle j'ai cru jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'ai souvent lu qu'on pouvait produire de l'hydrogène lorsque la demande est faible et que c'était une solution assez simple. Et puis M. Brière m'a expliqué que non, ce n'était pas une bonne idée. Monsieur Brière, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce n'est pas une bonne idée ? La question pour faire suite à ce qu'a expliqué Monsieur Jean, en fait, la question de la gestion des systèmes électriques est effectivement un sujet extrêmement compliqué. Et en fait, il faut plutôt poser la question d'équilibre des systèmes électriques en termes de offre et de demande. Et donc, la production d'hydrogène fait partie des moyens, effectivement, d'utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène. Donc, c'est un moyen de flexibilité parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul. Et donc, la question d'utiliser la production d'hydrogène pour lisser la production d'électricité peut jouer un rôle, mais n'est pas le seul rôle, quoi. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas la seule bonne idée, mais c'est que je propose de traiter le sujet différemment et de plutôt la priorité de l'hydrogène, c'est effectivement que l'hydrogène joue un rôle dans la décarbonation de l'économie. C'est-à-dire que l'hydrogène produit par électrolyse a un rôle très important à jouer, justement pour réduire nos émissions de CO2. Un hydrogène qui est produit par électrolyse va contribuer à réduire les émissions. Et donc, priorité au transport, priorité à l'industrie, et effectivement, peut-être un petit peu de flexibilité pour le système électrique, mais ce n'est pas la priorité et sans doute pas comme moyen de stockage. Et quand vous dites priorité au transport, vous voulez parler des bateaux, des trains, mais pas forcément de la voiture individuelle. C'est vrai que quand on regarde le coût, l'analyse, on se dit que pour décarboner les transports, c'est-à-dire enlever l'essence et le pétrole, ou éventuellement le kérosène, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Mais pour la voiture individuelle, compte tenu des trajets quotidiens moyens des utilisateurs, la voiture électrique à batterie risque sans doute d'être celle qui va se développer le plus. Par contre, effectivement, l'hydrogène a un rôle important à jouer pour des transports qu'on appelle lourds, donc les trains, les bus, les bateaux, les camions, qui ont des besoins de transport plus longue distance, pour lesquels l'hydrogène sera sans doute une meilleure réponse. Et donc, oui, on croit à l'hydrogène comme un bon vecteur pour les transports dits lourds.
Johnny Déco, quels sont les verrous à lever pour faire de l'hydrogène vraiment l'énergie d'avenir? Tout à l'heure, vous avez parlé du stockage, mais il faut aussi pouvoir le compresser. Et puis, installer des endroits pour le ravitaillement. Il y en a encore trop peu. Voilà, donc je peux rebondir sur votre question et sur un peu ce qu'a dit monsieur Brière. Au niveau du transport notamment, alors oui, c'est vrai, les batteries, tout d'abord, pour commencer, les batteries, oui, sont très intéressantes. Mais bon, c'est vrai que monsieur Brière ne l'a pas mentionné, au niveau des recharges, les temps de recharge pour les batteries sont quand même très longs. Et l'avantage de l'hydrogène au niveau de l'utilisation, notamment pour les voitures, c'est des temps de recharge très courts, donc des temps de recharge à quelques minutes, 3 minutes, alors que la batterie, on reste quand même sur des temps qui sont beaucoup plus gros. On est sur on est sur de la vingtaine de minutes. Alors après, certes, il peut y avoir les superchargeurs, mais les superchargeurs restent en minorité. Donc l'hydrogène, il a quand même un peu un avenir sur la mobilité, on va dire, plus légère, notamment on voit les taxis hydrogène dans Paris. Après, comme vous dites, c'est vrai qu'au niveau des stations de recharge, ils sont quand même aussi minoritaires. Il y a une 40aine de stations hydrogène en France. Mais bon, cela demande à être développé aussi. Donc voilà, donc ça reste un verrou là-dessus. Mais bon, qui dit développement de la voiture en masse, dira aussi développement des stations hydrogène. Si on prend les autres pays étrangers, on voit qu'il y a beaucoup de développement de stations hydrogène dans ces pays. Et on peut voir que développer une station hydrogène, la technologie est maîtrisée, c'est juste après les coûts que ça impose. Alors similairement après au niveau du stockage, comme on a pu voir, les prototypes de voitures hydrogène actuellement utilisent des stockages sous pression. Et donc ces stockages sous pression, oui, il faut compresser l'hydrogène. C'est des réservoirs en matériaux composites qui ont un coût. La compression aussi amène des coûts. Et donc tout ça, d'un point de vue économique, ça reste assez problématique. Une question très courte qui demande une réponse très courte. Combien de kilomètres avec 5 kilos d'hydrogène? On est à peu près sur 500 km. Il faut 1 kilo pour 100 km d'hydrogène. Une question à Audimbert. À qui est destiné l'hydrogène qui sera produit dans les usines que vous fabriquez? Alors, dans un premier temps, il sera destiné aux industriels voisins qui consomment déjà de l'hydrogène, mais qui est de l'hydrogène gris, et qui donc, ces industriels sont intéressés à décarboner leurs usages, leurs procédés en utilisant de l'hydrogène vert. À terme, on souhaite pouvoir apporter cet hydrogène également à la mobilité, quand les volumes seront suffisants, bien sûr, puisque comme les autres interlocuteurs l'ont souligné, aujourd'hui, l'hydrogène pour la mobilité est un sujet dont on parle beaucoup et qui se développe, mais qui a encore qui a un potentiel très important, mais qui doit encore grandir en termes de distribution et d'offres de véhicules pour absorber les volumes que produiront les usines HDV. Richard Le Goff. Richard Le Goff, vous êtes directeur de l'unité d'économie appliquée de l'ENSTA Paris. C'est une unité qui travaille au sein de l'Institut interdisciplinaire de l'innovation et qui associe 2 autres écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, l'école Polytechnique et Télécom Paris, ainsi que l'école des mines de Paris. Le cœur de votre expertise, c'est l'économie de l'innovation autour, entre autres, des questions d'énergie. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre laboratoire? Vous enquêtez. Alors, nous, on essaie de répondre aux questions que se posent parfois les industriels ou les pouvoirs publics, puisqu'on fait de l'économie industrielle. Ça signifie qu'on peut répondre aux interrogations de ces 2 types, finalement, d'acteurs. En matière de transition énergétique et écologique, il y a un secteur dont on a parlé sur la première table ronde, qui est le secteur de la construction, l'industrie de la construction. Un chiffre, 40% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à cette industrie de la construction. Donc c'est vraiment un enjeu majeur d'un point de vue écologique, énergétique. Et nous, en termes d'innovation, on nous consulte pour essayer de trouver les bonnes manières d'innover à l'intérieur des grands groupes industriels. Alors, je vais prendre l'exemple d'une étude qu'on a conduite. Exemple, ouais. On a conduit une étude pour Nova by Saint-Gobain. Nova by Saint-Gobain, c'est l'équipe de Venture Capital, c'est-à-dire l'équipe d'une 12aine de personnes chez Saint-Gobain qui aident à collaborer avec des startups. Alors, on a vu un exemple de startup tout à l'heure dans le monde du bâtiment.
et de l'énergie. Eh bien, depuis 2006, pour donner aussi quelques chiffres, c'est 6000 startups qui ont été identifiées par Nova by Saint-Gobain, et c'est 150 partenariats mis en œuvre. Donc, ils sont venus nous voir il y a peu de temps et ils nous ont dit, voilà, on a ciblé une startup, elle nous intéresse, mais on voudrait être plus précis dans notre stratégie industrielle. Et donc, ce qu'on sait faire, par exemple, c'est construire ce type d'arbre qu'on a vu à l'écran à l'instant. On peut peut-être remettre l'image, oui, que vous nous expliquiez vraiment de quoi il s'agit. Alors, on appelle ça un paysage technologique. Donc, vous voyez sur chacune des petites feuilles, on imagine une branche d'arbre, et puis on a des feuilles qui sont transparentes ou blanches, et puis quelques petites feuilles rouges. Alors, la branche d'arbre, c'est toute la R&D de Saint-Gobain. Ce sont des dizaines de milliers de brevets. Et puis les petites feuilles rouges, ce sont des brevets, ou plus exactement des classes technologiques dans lesquelles la start-up en question a déposé des brevets. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que la start-up a déposé des brevets un petit peu partout sur l'arbre de Saint-Gobain. Et ça, c'est très intéressant. Alors nous, on fait des calculs, on utilise les mathématiques comme nos amis mathématiciens. Ouais. On utilise les mathématiques, on calcule des indicateurs, on calcule des proximités entre les classes technologiques. On manipule des bases de données qui sont aussi de grande taille, des bases de données de brevets mondiales. Et puis, à partir de ces indicateurs, on fait des classements. Et puis, on arrive à faire des représentations. Donc là, ce qu'on représente sur ce genre de graphique, c'est la distance qui existe entre des classes technologiques dans lesquelles il y a des productions de brevets chez l'industriel et chez la start-up ciblée. Et bien sûr, ça va aider à prendre une décision et chez l'industriel pour savoir, est-ce qu'on investit au sein de cette start-up et puis comment on investit. Voilà. Si je comprends bien, ça permet d'imaginer des opportunités de collaboration. C'est tout à fait ça. Ce qu'on recherche, le problème en termes imagés, c'est de trouver le bon poisson dans un océan de technologie et d'entreprise. Et donc, si on y va de manière, je dirais, artisanale, ça peut prendre des années. Et puis, on peut passer à côté d'un très beau poisson. Et donc là, ce qu'on veut, c'est ne pas pêcher au hasard. On veut donner des éléments d'aide à la décision aux industriels pour faire en sorte que la pêche soit plus fructueuse et donc de déceler des opportunités. Alors, parmi toutes ces petites feuilles rouges, on identifie quelques clusters sur lesquels il y a une proximité plus forte entre ce que fait la start-up et ce que fait la grande entreprise, en l'occurrence Saint-Gobain. Et pour certaines technologies, ce qu'on sait mesurer avec précision, c'est la potentialité, en quelque sorte, associée à un co-investissement sur un brevet, une technologie. Et donc ça, c'est précieux, bien sûr, pour aider à prendre la décision. Après, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, mais nous, on contribue modestement sur cette indication-là. Vous nous avez donné l'exemple de Saint-Gobain, mais est-ce que vous avez déjà identifié des mariages ou des collaborations possibles dans le domaine de la mobilité, puisqu'on a parlé de l'énergie là, et de la mobilité? Alors, ça, c'est un des premiers champs qu'on a exploré avec d'ailleurs la Commission européenne à l'origine. Et un institut qui travaille à Séville, en Espagne. On avait cherché à comprendre s'il y avait, entre le secteur des télécommunications, de l'électronique en général, celui de l'énergie et celui des transports, s'il y avait des mouvements qu'on pouvait repérer justement au niveau de la production de brevets. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que il y avait à l'évidence des synergies technologiques qui existaient en amont. Et ce qu'on observe aujourd'hui chez les industriels, il suffit de regarder ce que font les grands de l'industrie automobile, mais aussi de l'énergie, comme on a de belles entreprises comme EDF ou d'autres encore dans le secteur du transport ou encore des télécoms. On observe que la R&D a permis de mettre au point de nouvelles technologies en combinant finalement des familles technologiques qui auparavant n'étaient pas combinées. Et ça, on l'observe une dizaine d'années avant l'émergence sur le marché d'un produit nouveau. Donc on peut observer ça.
Et bien sûr, ça intéresse les industriels. Alors, on peut pas prédire l'avenir, mais on peut les aider à le préparer, tout simplement en signalant qu'il y a un mouvement qu'on a repéré. Et après, ça relève de l'interprétation stratégique qui peut être conduite chez l'industriel. C'est passionnant et vous le racontez très très bien. On arrive pratiquement à la fin de cette table ronde et je vais demander à chacun des participants s'il y a un ou deux messages à faire passer. Aude Imbert, vous dites qu'il faut vraiment accompagner les énergies renouvelables. Oui, c'est ça. Je pense que les énergies renouvelables et l'hydrogène ont un bel avenir devant eux et tout est mis en place actuellement avec le plan de relance, avec les plans européens pour le développer. Donc, continuons dans cette dynamique. Frédéric Jean, s'il y avait une chose à retenir. Je dirais que de modéliser des processus de décision avec des mathématiques appliquées permettent de trouver des solutions qui permettent d'économiser et de faire les choses au mieux. Oui, ne pas oublier l'apport des mathématiques pour optimiser le mix énergétique. Exactement. Ça vous va ? Étienne Brière, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de cette soirée ? Moi, je voudrais dire qu'on a besoin de toutes les énergies bas carbone pour réussir la transition énergétique. Et on a aussi besoin de toutes les énergies des jeunes ingénieurs pour réussir cette transition. Donc EDF recrute en ce moment, donc n'hésitez pas à venir sur notre site pour participer à la merveilleuse aventure de la transition énergétique chez un grand énergéticien. Voilà, je pense que les candidats vont se précipiter. Richard Le Goff. Ce serait l'open innovation. L'open innovation, c'est le fait de faire collaborer des acteurs très divers, des chercheurs dits académiques, des chercheurs dits industriels et aussi des startups. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun industriel qui n'est pas dans cette démarche-là d'open innovation. Et la transition énergétique et écologique passe par cette innovation ouverte, tous azimuts, dans laquelle, bien évidemment, nos élèves, futurs ingénieurs, trouveront leur place, comme on le voit fréquemment. Merci beaucoup, Monsieur Descamps. Le mot de la fin. Juste un mot, moi, c'est surtout au niveau de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, il apparaît donc comme un très bon candidat pour remplacer les énergies fossiles. Mais bon, comme on l'a mentionné, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour lever tous ces verrous. Et donc c'est de la recherche très intéressante et de la belle recherche. Et je pense qu'il faut continuer dans cette voie pour essayer de... Et j'ajoute même que vous m'avez dit, quand on a préparé, dans 30 ans, on aura levé beaucoup de verrous autour de l'hydrogène. Enfin, on espère que beaucoup de verrous seront levés et bien, on espère aussi que beaucoup de l'hydrogène sera beaucoup plus utilisé. Et c'est surtout, moi, dans une optique d'attirer les gens, d'attirer les jeunes, les étudiants à travailler sur cette technologie hydrogène, car il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de belles recherches à faire. Voilà, il faut que se mobilisent les acteurs académiques et industriels autour de la recherche et de la formation. Chercheurs, voilà, il y a beaucoup de travail et il faut de la main-d'œuvre. Eh bien, c'est la fin de ce studio Yenssta Paris. Merci à tous. Merci Monsieur Descamps, merci Monsieur Le Goff, merci Aude Imbert, merci Frédéric Jean, merci Étienne Brière et merci pour ces prises de parole qui n'étaient pas du tout langue de bois. Ça, c'était très bien. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Je crois qu'il vous reste 25 minutes avant les annonces du gouvernement. Bonne soirée à tous et au prochain studio.